2. Ok. Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode du Dev du jeudi. Je vais partager mon écran. Ok. Donc bienvenue pour ce nouvel épisode du Dev du jeudi. On va expliquer un petit peu comment ça va se passer, notamment avec les épisodes qui ont dû être annulés. Désolé pour la semaine dernière, suite au Code Retour à Toulouse, j'ai passé un peu plus de temps que prévu à Toulouse à cause des grèves. Voilà, je connais parfaitement l'aéroport de Toulouse pour ceux qui veulent des renseignements maintenant. J'ai eu le temps, de le parcourir en long, en large et en travers. Donc aujourd'hui, c'est le 16e épisode. Je vais vous expliquer après pour les autres épisodes. Ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc on va parler de subversion. On va parler de D-Unit également. C'était pas prévu normalement dans l'épisode 16, mais je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, on parlera de la documentation technique, on parlera des audits et on parlera des métriques. Voilà, donc on va voir toutes ces fonctionnalités-là. Et donc les autres épisodes aujourd'hui, pardon, il y a 3 épisodes qui n'ont pas été diffusés, le 3, le 14 et le 15. Donc ces épisodes seront mis en ligne début de semaine prochaine pour que tout le monde puisse les voir, puisse bien les voir avant l'épisode 17. Une fois qu'ils seront en ligne début de semaine prochaine, j'enverrai un mail à tout le monde pour donner les liens où vous pourrez les trouver. Ce qui vous permettra de les visualiser. Et on modifiera un petit peu l'épisode 17, qui est le dernier épisode. On en profitera pour répondre à toutes vos questions, justement, sur les épisodes 3, 14 et 15. Revoir certaines parties si vous voulez. Et on fera bien entendu une conclusion dans cet épisode 17. Et on aura également une intervention de Marco Cantu qui sera connecté avec nous pour la dernière heure et qui sera là pour répondre à vos questions. Donc il ne faudra pas hésiter à venir et être présent pour pouvoir poser toutes les questions que vous voulez à Marco Cantu, qui, je le rappelle, est devenu responsable produit RAD Studio chez Embarcadero. Voilà, donc aujourd'hui on fait l'épisode 16. Début de semaine prochaine, vous trouverez sur YouTube les épisodes 3, 14 et 15 que vous pourrez visualiser. Et vous pourrez poser vos questions dans le dernier épisode, qui sera l'épisode 17 de la semaine prochaine, sur ces différents épisodes. On reverra certaines parties si vous voulez, et ainsi de suite. Les nouveautés. Alors, première nouveauté, c'est qu'il y a un update 1 qui est sorti sur le RAD Studio X4. D'accord, donc il y a un update 1 qui est sorti. Je vais envoyer ça à tout le monde. Donc n'hésitez pas à le récupérer, d'accord. Je ne sais pas s'il y a le lien ici sur... voilà, il y a les release notes, le lien avec les release notes ici. Donc vous pourrez trouver ensuite, tout en bas, on trouve le lien avec les release notes. Vous trouverez l'explication de comment se fait l'installation et également, tout en bas, vous retrouverez le lien vers la liste des... on peut envoyer ça également. Le lien vers la liste des correctifs de cet update. D'accord, donc n'hésitez pas à aller le récupérer. Je rappelle également que vous pouvez récupérer cet update par ce biais dans les programmes Embarcadero RAD Studio X4, vérifier les mises à jour. Si vous le lancez, moi il me dit forcément que j'ai pas d'update puisque j'ai déjà installé l'update 1, sinon il vous proposera l'update 1 et il vous proposera ensuite de le télécharger et de l'installer. Donc n'hésitez
n'hésitez pas à le récupérer. Ceci dit, si ça ne marche pas par ce biais-là, vous pouvez aller directement également sur ce lien, le récupérer et l'installer. Deuxième nouveauté, c'est qu'on a également un update 2 pour FireDAC. Il y avait déjà un update 1 qui était sorti. Il y a un update 2 qui est disponible maintenant sur FireDAC. Encore une fois, n'hésitez pas à aller le récupérer et à l'installer. C'est très récent. J'avoue que j'ai même pas eu le temps de l'installer en fait. Ça date d'avant-hier, je crois, quelque chose comme ça. Ok, je rappelle également que tous ces downloads, vous pouvez les retrouver directement hein, si vous voulez les avoir tous. Si vous allez sur embarcadero.com, vous allez dans Produits, Développement applicatif, RAD Studio X4 ou Delphi, ce sera pareil. Tout en bas, vous aurez un lien vers téléchargement. Et ici, vous allez trouver RAD Studio, mise à jour, documentation actualisée, outils additionnels pour les utilisateurs enregistrés. Vous tomberez sur ce lien-là, que j'envoie à tout le monde également. Et vous retrouverez notamment, on voit FireDAC Update 2, les updates pour le RAD Studio et ainsi de suite. Donc, tout sera regroupé ici directement. Ok, donc l'update 2 pour FireDAC. Actuellement, il y a différentes offres en cours, différentes choses qui vous sont proposées, qui peuvent être téléchargées. Il y avait une offre de lancement, ça faisait déjà un petit moment qu'on en parlait, qui est valable jusqu'au 28 juin. Vous pouvez bénéficier de 10% de remise jusqu'au 28 juin sur l'achat de licence RAD Studio X4 ou Delphi X4 ou C++ Builder X4. Donc n'hésitez pas à en bénéficier, d'autant plus que, ça c'est tout nouveau, il y a 10% de plus pour les participants à l'événement Le Dev du jeudi. Donc ce qui fait 20% de remise. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi là-dessus si vous souhaitez en bénéficier. Voilà, vous me contactez et je vous donnerai toutes les informations, il n'y a pas de problème. L'autre offre, c'est la possibilité pour les gens qui ont le HTML5 Builder. Je rappelle que HTML5 Builder, c'est l'outil qui permet de faire du développement web, d'accord. Vous pouvez acheter ce produit tout seul ou vous pouvez en bénéficier si vous avez le RAD Studio complet. La Platinum Grid, donc, c'est une grille qui est offerte pour les gens qui, justement, ont le HTML5 Builder. D'accord, donc je vais donner le lien, donc allez, hop. Ok, donc ça va vous permettre d'avoir ce genre de grille dans lequel il y a toute une série de fonctionnalités, la possibilité de déplacer les colonnes, de modifier le tri, d'avoir des filtres, enfin voilà, d'avoir des colonnes avec toute une série de choses complètement différentes à afficher dans les colonnes, des boutons, des données, des liens, des cases à cocher, ainsi de suite. D'accord, donc vous aurez une version light de cette Platinum Grid. Cette Platinum Grid est faite par une société qui s'appelle Geomitech, qui fait également d'autres composants pour le HTML5 Builder. Pour récupérer la Platinum Grid, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur ce lien-là, si vous allez sur HTML5 Builder, mais également dans le RAD Studio, si on descend, on finira par la trouver, puisque dans le RAD Studio est inclus le HTML5 Builder. On trouvera Geomitech Platinum Grid Lite Pack pour HTML5 Builder X3. Je rappelle que le HTML5 Builder, il n'y a pas eu de version X4, donc c'est toujours HTML5 Builder X3. Voilà, donc vous pouvez récupérer directement ici. L'autre offre en cours, c'est que pour tous les achats de RAD Studio X4 ou de Delphi X4,
vous aurez possibilité de récupérer gratuitement une version des composants pour iOS TMS Cloud Pack. Donc la version que vous pouvez récupérer est une version sans les sources, bien entendu. Après, vous pouvez bénéficier auprès de TMS Software une version complète avec un tarif spécifique si vous le souhaitez. TMS Cloud Pack pour iOS, hein, j'insiste bien là-dessus, c'est simplement pour la partie iOS, va vous permettre d'accéder aux principaux services en ligne qui existent aujourd'hui, Facebook, Twitter, SkyDrive, Google Drive, Dropbox, Google Calendar, Google Contact, Windows Live, LinkedIn, Underground pour la météo, Flickr, Picasa, Pushover, voilà, il y a toute une série de services auxquels vous allez pouvoir accéder à partir de vos applications que vous aurez créées avec Delphi pour iOS, d'accord, donc les applications mobiles pour Delphi. Je précise bien que c'est les composants pour iOS, car chez TMS Software, il existe également un TMS un TMS Cloud Pack, d'accord, qui est le même genre de composant, mais pas du tout pour iOS. D'accord. Donc voilà, donc il y a les deux chez TMS Software, mais le pack qui vous est offert, en l'occurrence, est le pack TMS Cloud Pack for iOS. Donc n'hésitez pas, à partir du moment où vous achetez une version X4, RADstudio ou Delphi, hein, je rappelle que c'est plus Builder, aujourd'hui on ne peut pas faire de développement pour iOS. Donc ça sera simplement pour quand vous achetez le RADstudio. Alors en fait, même si vous achetez le C++ Builder, je crois que vous aurez accès au lien, mais en l'occurrence, vous ne pourrez rien en faire. De la même manière que pour les autres, pour récupérer ces composants dans le download, soit pour Delphi, soit pour RADstudio, vous trouverez le lien. J'aurais pu d'ailleurs donner les liens directement. Pour la platine en grid, donc c'est ici, je vais donner le lien, ce sera plus sympa, plus simple. Pour la télécharger. Pour le TMS Cloud Pack for iOS, donc on le voit, il est ici, for Delphi and RADstudio X4. Et vous pouvez le télécharger ici directement. Voilà. Ça, vous avez tous les liens. Ok, donc ça c'est la première offre. Ensuite, à partir du moment où vous achetez une version X4, Delphi, C++ Builder, RADstudio X4, vous pourrez bénéficier gratuitement d'une version du convertisseur MIDA VCL vers FireMonkey. Donc MIDA Converter, c'est un outil qui va vous permettre de convertir vos applications VCL, Delphi ou C++ Builder vers FireMonkey. Alors, il existe différentes versions de cet outil. Pardon. Donc, comme vous pouvez voir, il y a trois versions, basique, pro et studio. Vous pourrez bénéficier d'une version gratuite de la version basique. MIDA Converter, d'accord, donc qui convertit seulement les composants standards et qui transforme tout ce qui était DB quelque chose en live bindings. Ensuite, vous pouvez voir auprès de MIDA Converter pour si vous souhaitez acheter les autres versions qui sont plus complètes. Quand vous aurez acheté ça, vous aurez donc un outil avec un menu dans le RADstudio. Voilà, MIDA Convert VCL to FireMonkey, qui va tout simplement vous lancer un outil qui va vous aider encore une fois, d'accord. Vous allez préciser, pardon, je vais y arriver, les sources et la destination, et ensuite vous allez choisir de convertir. Il va vous convertir toute votre application VCL en application FireMonkey. Alors c'est pas l'outil magique, hein, je convertis, je recompile directement sous Mac ou sous iOS. Il va convertir les choses standards,
et il va surtout convertir tout ce qui, là où il va pouvoir avoir une correspondance en FireMonkey. Si vous avez des composants spécifiques à vous, ben, alors dans les versions complètes, on peut lui dire si j'ai créé tel composant, il y a Custom Conversion for Your Components. Vous pouvez lui dire ben, la correspondance est tel ou tel composant, et dans ce cas-là, il le fera. Mais il y a des tas de choses qu'il ne saura pas convertir, bien entendu. Et bien entendu, si vous faites des appels spécifiques à des librairies, à des API spécifiques Windows, forcément ces choses-là ne marcheront toujours pas sous Mac ou sous iOS, mais ce sera à vous de les convertir. Donc c'est pas l'outil magique qui va vous permettre en un clic d'avoir une version Mac de vos applications, mais ça peut aider dans le cadre d'une conversion pour faire migrer une application VCL vers FireMonkey. Pareil, pour télécharger donc cet outil, vous allez le trouver ici dans les downloads, on va donner le lien. Donc il y a ici Mida Embarcadero X3 édition. Hop, le lien est là. Ok. Accès Mac via le cloud avec Mac in Cloud. Si jamais vous souhaitez faire du développement pour iOS, on l'a dit quand on avait parlé de la partie iOS, et également si vous avez besoin de tester vos applications sur des Mac, vous aurez de toute manière, encore plus sur la partie iOS, ça sera obligatoire, vous aurez besoin d'un Mac, vous n'aurez pas le choix. Donc soit vous faites le choix d'investir dans un Mac, ce qui peut avoir un certain coût, d'accord, même si je rappelle que vous pouvez également utiliser un Mac mini qui est beaucoup moins cher, hein, qui doit coûter dans les 300-400 €, je crois, quelque chose comme ça. Je ne sais plus le prix exact. Et qui vous évitera d'avoir juste d'avoir à payer plus pour un MacBook Pro ou ainsi de suite. Si vous voulez aucune de ces solutions, que vous voulez par exemple d'abord tester, voir si c'est réalisable ce que vous voulez faire sur un Mac et ainsi de suite, ou sur iOS, hein, vous avez possibilité d'utiliser le système Mac in Cloud. Bon, il veut pas. Ok, donc le système Mac in Cloud, c'est un système qui va vous permettre d'accéder à une machine Mac dans le cloud, d'accord. Vous aurez un identifiant et tout ça, et vous vous connecterez directement sur votre machine qui est dans le cloud. D'accord, donc il existe différents tarifs hein, en fonction de l'utilisation que vous allez avoir et des besoins que vous allez avoir. Et il faut savoir donc qu'il y a un partenariat qui a été fait avec Embarcadero. Déjà, si vous testez avec une version trial Embarcadero, vous avez droit à quelques heures gratuites dans Mac in Cloud. Et également, si lorsque vous aurez votre version et que vous voudrez faire vos tests, il faut savoir que, on l'a vu dans la partie iOS, il faut sur le Mac le Platform Assistant Server, ainsi de suite. Il faut savoir que dans le système Mac in Cloud, le Platform Assistant Server est déjà installé, en fait. Et vous pouvez l'avoir directement sans avoir besoin de l'installer. Il y a juste besoin de le lancer ou de accéder à votre machine Mac in Cloud, vous lancez votre plateforme Assistant Server. Et après, vous pourrez avoir accès à votre simulateur et ainsi de suite. D'accord, pour la partie iOS ou alors pour lancer votre application et la tester sur Mac. D'accord, donc ça peut être une solution de remplacement sans avoir besoin d'acheter spécifiquement un Mac. On est d'accord qu'il y a des chances que si vous vous amusiez à compiler très souvent sur Mac et à faire énormément de tests et tout ça, le coût au final risque de vous de valoir le coût d'investissement d'une machine, mais selon ce que vous faites, si c'est juste des compilations régulières ou dans un premier temps pour faire des tests, ça peut être une solution également. Autre offre, il faut savoir que vous avez deux nouveaux styles FireMonkey qui vous sont fournis, d'accord, à partir du moment où vous avez une version X4, vous achetez une version X4.
Ces styles que vous voyez ici, d'accord, le style Diamond qui est ici, le style Jet qui est ici, sont des styles, il faut le savoir, qui sont disponibles pour Windows, pour Mac et également pour iOS. D'accord. Si je me mets ici, que je m'amuse à ouvrir, par exemple, on va prendre une application, ouvrir mon Monkey Mobile. iOS Control, par exemple, pour voir un petit peu tout. Donc bah, là, en l'occurrence, voilà, par défaut, c'est... Voilà. Par défaut, vous avez ça, d'accord, c'est une application qui vous permet d'avoir accès aux différents, de voir les différents contrôles qui existent pour iOS, d'accord, de visualiser tout ce qui existe pour iOS. Vous pouvez ici, en rajoutant un steelbook, en allant ici, en double-cliquant et en faisant charger, d'aller là où j'ai enregistré les styles. Hop. Pour iOS, donc, on pourrait prendre Diamond, allez. Je vais faire appliquer et fermer, pardon. Et ici, sur ma fenêtre, ensuite, je vais lui dire d'utiliser mon steelbook. Steelbook 2, voilà. On voit automatiquement que mon application iOS va utiliser le style Diamond. Je peux faire la même chose pour le style Jet. Et bien entendu, je peux faire ça également pour mes applications Windows et mes applications Mac. D'accord, donc de nouveaux styles, encore une fois, pour récupérer ces styles dans la liste des téléchargements, et on va les trouver ici. Voilà, pour ces nouveaux styles qui sont proposés, ces nouveaux styles FireMonkey. Également, j'en profite pour préciser que Fast Report, donc je rappelle que Fast Report, c'est l'outil de reporting, qui est inclus dorénavant, dans le RAD Studio. Il y a bien entendu une version VCL pour les applications standards, et il y a également une version Fast Report FMX pour FireMonkey qui est disponible maintenant. Dans la partie FireMonkey Fast Report, on ne parle bien entendu que de Windows et macOS. On ne parle pas d'iOS, d'accord. On ne parle que d'OS 6 et Windows. D'accord, donc ça fait partie des choses que vous verrez dans l'épisode 15 en début de semaine prochaine qui sera publié. Toujours pareil, pour récupérer, vous pouvez voir ici, il y a eu également un update pour la partie Fast Report VCL qu'on retrouve ici. Et ensuite le Fast Report FMX pour FireMonkey que vous retrouvez ici. Ok, pour finir, je vais rappeler qu'au niveau des événements, donc il y a eu le Codeway Tour à Lyon et à Toulouse. Et on aura également le Codeway Tour le 10 septembre prochain, d'accord, à Paris, le mardi 10 septembre. Événement lors duquel on aura pas mal de monde qui participera. On retrouvera Marco Cantu qui se déplacera pour venir participer à cet événement. On aura également Daniel Damin. William sera là également. Je serai bien entendu là. Bruno Fierens de TMS Software sera présent. On aura également les équipes Delphi Staff et Cilia qui participeront également à cet événement. Voilà. En général, il y a beaucoup de monde, donc n'hésitez pas à venir vous inscrire. Je rappelle que c'est un événement qui est entièrement gratuit. D'accord. Donc n'hésitez pas à venir vous inscrire et à venir participer à cet événement. Ok, donc on l'a vu, il y a beaucoup de choses par rapport au RAD Studio X4, donc n'hésitez pas, c'est le moment jusqu'au fin juin de profiter du RAD Studio X4 et d'avoir un tarif préférentiel. Je rappelle que du coup, vu qu'il y a une offre à 10%, plus de 10% pour les utilisateurs, les participants, pardon, au dev du jeudi.
qu'à partir du 1er juillet, du coup, les tarifs seront un peu plus importants. Il n'y aura plus toutes ces offres, donc on retrouvera des tarifs normaux sans les 10% qui sont là depuis un moment et sans les autres 10% qui nous sont proposés. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin et que vous souhaitez avoir des tarifs, des propositions, n'hésitez pas à revenir vers moi, à me contacter et je vous proposerai ça sans problème. Ok, avant de continuer, on va voir s'il y avait des questions spécifiques par rapport à tout ce qu'on a montré. Comment se procurer l'épisode 3 de la saison 2 qui n'est pas disponible sur YouTube, donc je l'ai dit, c'est ce qu'on a montré ici et c'est ce que j'ai précisé. Donc la semaine prochaine sera mis en ligne, en début de semaine prochaine, les épisodes 3, 14 et 15 qui n'ont pas été faits. Pour que tout le monde puisse les voir avant l'épisode 17, le dernier épisode, qui sera le dernier épisode de la semaine prochaine. Épisode 17, du coup, pendant lequel on en profitera pour répondre à toutes vos questions sur les épisodes 3, 14 et 15. Et bien entendu, on répondra aux questions sur les autres épisodes, s'il y a besoin, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'on essaiera de passer du temps là-dessus pour pouvoir répondre à tout ce que vous aurez vu dans les vidéos des épisodes 3, 14 et 15. Revoir certaines parties si nécessaire. Et j'ai précisé également qu'on fera la conclusion. Il y aura également une intervention de Marco Cantu qui viendra pendant la dernière heure lors de l'épisode 17 pour répondre à toutes vos questions. Donc vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voulez. Il n'y a pas de problème, il sera là pour ça. Delphi X3 est-il toujours maintenu et y a-t-il des mises à jour à venir? Donc oui, Delphi X3 est toujours supporté, il est toujours là, il n'y a pas de souci. Par contre, il n'y a plus de mise à jour sur le Delphi X3 actuellement. Ouais. Nous souhaitons bénéficier de la remise supplémentaire sur le devis demandé. N'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas à me contacter là-dessus. Faites-moi un mail et puis vous dites sur le devis demandé. Donc il y avait déjà un devis qui avait été demandé. Je ne sais pas où ça en est. On regardera ça. Il n'y a pas de problème. Pour les 10% supplémentaires, il n'y a pas de souci. Toutes les démos seront dispo sur le web. Si oui, à quelle adresse? Donc oui, toutes les démos seront disponibles sur le web. Je vais faire le maximum pour tout mettre en ligne, justement pour début de semaine prochaine. Pour qu'avant l'épisode 17, encore une fois, il y ait tout qui ait été mis à disposition. De manière à ce que vous puissiez tout récupérer, qu'on puisse surtout répondre aux questions ou aux interrogations que vous auriez lors du dernier épisode. Voilà. Ok, d'autres questions? Ok, donc on va commencer. Et donc on l'a dit, je vais fermer tout ça. On va parler de subversion. D'accord, donc avant, juste un petit rappel pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est subversion. Donc subversion, petit rappel, c'est un logiciel de gestion de version, d'accord, qui va vous permettre de gérer les différentes versions de vos sources, d'accord. Quand vous faites des développements, forcément, vous sortez une première version de votre application, puis ça évolue, il y a des correctifs et tout ça, et puis il y a une deuxième version et ainsi de suite. D'accord. Donc Subversion, c'est un système qui est open source, d'accord, donc qui est disponible, que vous pouvez utiliser sans problème, qui est gratuit. Et aujourd'hui, donc, ça fait déjà quelques versions, j'avoue que je ne me rappelle plus dans quelle version exactement ça avait été intégré, XE peut-être, ou XE2, je ne sais plus, XE peut-être, je dirais. Ça a été intégré dans le RAD Studio. Vous avez possibilité de l'utiliser. Pour ça, il va bien entendu vous falloir un serveur Subversion sur votre machine ou distante. C'est bien entendu pas obligé que ça soit sur la même machine. Il existe des tas et des tas de serveurs Subversion qui sont disponibles. Vous pouvez par exemple avoir ici Visual SVN, d'accord, qui est
un serveur Subversion pour Windows, d'accord, donc il peut être utilisé. Je vous recommande également l'utilisation de Tortoise, d'accord, qui est très intéressant dès qu'on utilise Subversion. Donc n'hésitez pas à le télécharger, tous ces outils sont disponibles, bien entendu. Tortoise a l'avantage en plus de vous proposer toute une série d'autres outils que vous allez retrouver directement dans l'explorateur Windows. Hein. Si je regarde ici dans mon explorateur Windows, je clique avec le bouton droit, je vais voir que j'ai Tortoise SVM, voilà, avec plein de fonctions qui vont me permettre d'accéder directement à des fonctions pour gérer SVM, justement, faire des branches, ce genre de choses. Ok, donc n'hésitez pas à récupérer ces outils, c'est des outils intéressants. Donc bien entendu, je l'ai dit, pour commencer à travailler avec Subversion, il faudra un serveur Subversion qu'il faudra avoir installé, d'accord. En général, c'est un serveur partagé au niveau de la société. Ça peut être un serveur autre que Windows, ça peut être un serveur Unix. Il existe des serveurs Subversion sur plein de plateformes. Et ensuite, tous les sources seront partagées sur ce serveur-là et tout le monde y accédera directement. D'accord. Donc pour ça, nous, on va le faire en local, d'accord. Ici, je vais mettre sur le répertoire ici et on va mettre un serveur SVN. Je vais mettre un répertoire tout simplement. Je clique avec le bouton droit et grâce à Tortoise SVN, je vais lui dire de créer un repository ici, d'accord. Donc c'est l'endroit où il va stocker les fichiers et il va les partager, les mettre à disposition pour tout le monde. Un référentiel hein, pour ceux qui veulent absolument l'avoir en français. Voilà. Repository ou référentiel. Ok. Hop, on va télécharger ça. Donc il m'a créé ici un référentiel. Ici j'ai le lien vers ce référentiel. D'accord. Pour créer la structure. Voilà. Donc lui, après, il va gérer ça, il se crée sa propre structure, il y a une base de données, c'est lui qui gère ça, d'accord. Et du coup, après, j'ai accès à plein de fonctions, je vais pouvoir en faire plein de choses. On va revenir là-dessus. Ok, je vais aller dans le RHStudio X4 et je vais faire... donc on peut gérer bien entendu hein, sur Subversion, il y a plein de choses. Des droits en fonction des utilisateurs, enfin voilà, il y a plein de choses qui sont paramétrables. Donc il faut savoir que dans le RHStudio X4, il y a certaines fonctions Subversion qui sont supportées, on va voir lesquelles. Tout n'est pas implémenté aujourd'hui, d'accord. Il y a des choses que l'on ne sait pas faire au jour d'aujourd'hui dans un studio avec Subversion. Vous ne pouvez pas créer de branches, par exemple. Une partie des choses ne sont pas implémentées pour le moment. D'où ce que je disais tout à l'heure, que je recommandais d'utiliser Tortoise pour ce que vous n'avez pas dans le RHStudio, pouvoir le faire directement, par exemple, dans l'explorateur Windows, grâce à Tortoise ou à d'autres outils, si vous voulez. Donc on va commencer par faire une application. Allez, on va faire une application FireMonkey. Tiens, faisons une application mobile FireMonkey, puisqu'on pourrait très bien partager également, mettre à disposition une application mobile FireMonkey. Hein. On va mettre une toolbar. On va mettre un bouton, par exemple. Ok, dans cette toolbar, on va lui mettre un style à ce bouton. Voilà. On va mettre un edit, par exemple. On va pas mettre ça dans la toolbar, edit. Ok. On va mettre un mémo. Ok. Et on va dire que quand on clique ici, on va faire .lines.add editor.text. D'accord, on va aller enregistrer ce projet. Hop. Ok.
Donc j'ai bien mon application qui est ici, d'accord. On va juste mettre la plateforme Windows si on veut la tester, d'accord. Parce que j'ai pas connecté le Mac, on va pas lancer le simulateur et tout ça, c'est pas le but. D'accord, donc voilà, j'ai bien mon application et qui en l'occurrence est une application iOS. D'accord. Donc je suis le développeur, j'ai créé mon application, d'accord, j'ai créé la super application du siècle. Les autres développeurs veulent absolument pouvoir travailler dessus, pouvoir l'améliorer, amener des choses et pouvoir récupérer les sources et ainsi de suite, d'accord. Alors juste parce que du coup il y a la question, pourquoi sur la partie iOS j'ai la plateforme Win32, hein, c'est la seule autre plateforme que je peux rajouter sur iOS. En fait, c'est fait pour tout simplement vous permettre de pouvoir tester sur Windows. Il me semblait qu'on l'avait dit sur iOS, peut-être pas, peut-être quelque chose que j'avais oublié. Pouvoir tester vos traitements et autres, d'accord, on est d'accord que visuellement ça n'a aucun rapport avec ce qui sera sur iOS. Et ça vous permettrait de tester votre application, de tester les traitements et tout ça, sans avoir besoin à chaque fois de lancer le simulateur, de se connecter au Mac et ainsi de suite. Ça peut être une manière rapide de tester ne serait-ce que les traitements et que quand vous cliquez, ça fait bien les bonnes choses. On est d'accord que bien entendu, dès qu'on voudra tester des choses spécifiques au mobile, la caméra, ce genre de choses, il faudra bien entendu exécuter sur iOS. C'est pour ça qu'il y a la plateforme Win32 qui est proposée. Ok, donc là j'ai créé mon application, d'accord. Je vais aller dans pas ici, pardon. Je vais cliquer avec le bouton droit sur le projet, pardon. Je ne sais pas pourquoi je cherche ça en fichier. Et ici, j'ai ajouté au contrôle de version. D'accord. Donc, je vais rajouter mon projet au contrôle de version à Subversion pour qu'il soit, soit stocké au niveau du référentiel. Donc ici, on va me demander de préciser l'URL du référentiel, d'accord. Du coup, je ne sais plus si je l'ai copié. Elle est là. Par contre, je crois qu'il fallait, on va retester, on va le voir. Donc ça, c'est le référentiel, donc c'est le référentiel de base. Moi, je vais rajouter un sous-répertoire pour démo 1, d'accord. Mais par contre, si je me souviens bien, je crois qu'il faut remplacer ce qu'il m'a mis par défaut. Il faut obligatoirement des anti-slash et pas des slash. Ok, donc ça, c'est mon référentiel, c'était juste ça, d'accord, encore une fois. Moi, je rajoute un répertoire qui va être spécifique à mon application, puisque bien entendu, dans le référentiel, je peux avoir autant d'applications que je veux, d'accord. Les fichiers qui sont invalidés, donc par défaut, lui, il me propose de valider tous les fichiers du projet, d'accord. Si je voulais en versionner que certains, je ne cocherai que ceux que je souhaite versionner. Je vais pouvoir préciser quel est le commentaire, d'accord. Donc on va préciser par exemple que c'est la version initiale, d'accord. Et je vais cliquer sur importer. Donc ça a planté. Je sais qu'il y avait un truc entre les anti-slash ou les slash, donc c'est peut-être moi qui me suis trompé, il ne fallait pas les mettre en anti-slash, on va vérifier. Je vais réouvrir mon projet. Hop. Je clique avec le bouton droit sur mon projet, ajouter au contrôle de version. Donc là, on va faire comme ça. Bon, et version initiale. Je vais faire importer. Ok, donc c'est moi qui me suis trompé. Je sais que ça, selon ce qu'on utilise comme outil pour le serveur, ça va pas être la même chose. Des fois, il génère des slash, des anti-slash. Je savais qu'il y avait un cas où ça lui posait des problèmes. C'est les anti-slash en l'occurrence qui lui posent un problème.
D'accord, on est d'accord que le référentiel que j'ai moi, d'accord, qui a été généré ici, est un référentiel dans lequel j'ai file, tout simplement parce que moi je suis en local, d'accord, c'est du fichier. Si c'était un service distant, ça serait SVN, d'accord, et puis l'URL du serveur, moi je suis avec file tout simplement parce que je suis en local. D'accord, mais ça ne pose pas de problème pour le local. On remarque au passage que dans le serveur SVN, je vais retrouver donc hop, sur le répertoire des mots 1 qui a été mis là, d'accord. Non, ça, pardon, c'est mes sources que j'ai mis dans serveur SVN. Si alors il y a les choses qui sont stockées dans la base de données, c'était dans. Si on regardait dans les fichiers, dans la base et tout ça, on retrouverait les informations des fichiers qui ont été rajoutés au référentiel, d'accord. Donc là, en l'occurrence, mon fichier a été rajouté au référentiel et maintenant versionné. Au passage, je peux remarquer en bas, tout en bas, que la validation a été achevée et qu'il y a la révision numéro 3 qui a été créée. D'accord. Ce qui veut dire que donc, moi, je vais faire mon application, d'accord. Le lendemain, je reviens pour retravailler sur mon application. Je relance mon Delphi, je reviens sur mon application. Au passage, si je regarde ici, j'ai l'onglet historique, d'accord, qui est l'onglet qui me permet de voir ce qui est stocké dans le sous-répertoire historique, d'accord, et qui va également m'indiquer d'autres informations. Si je vais sur l'onglet historique, je peux remarquer au passage que j'ai bien ici la révision numéro 3 qui a été créée. D'accord. Donc ça, c'est le fichier qui est en local. Et au niveau du serveur Subversion, il y a la révision numéro 3 qui a été créée. Ici, j'ai 3 onglets, contenu, information, différence. Pour l'instant, j'ai qu'une seule version, donc il n'y a pas de différence. Mais si je regarde sur information, je vais pouvoir voir sur la révision numéro 3 que le commentaire, c'est bien le commentaire que j'ai précisé tout à l'heure, qui est version initiale. D'accord. Au passage, on le retrouve également ici, hein, dans la colonne commentaire. D'accord. Et ok. Les différences, on va faire des différences justement pour voir comment ça s'affiche. Donc on voit bien déjà que la révision et tout ça est bien rattaché aux différents fichiers, aux différents à mon projet, quoi. Ok, donc moi bien entendu je fais des évolutions sur mon application et on va rajouter par exemple un edit ici et on va rajouter un deuxième bouton. Le bouton, on va le mettre dans la toolbar par exemple. On va mettre un bouton comme ça, voilà. Et sur le clic sur ce bouton, on va mettre que menu1.lines.add edit2.text. Ok. Donc j'ai bien une version en local, hein. Encore une fois, moi mon serveur est sur la même machine, mais on part du principe que logiquement le serveur est distant, d'accord. Sur mes sources en local, il y a bien deux choses, hein. Il y a bien mes sources en local qui sont ici dans le répertoire des mots 1, d'accord. Et il y a bien, encore une fois c'est moi, c'est sur la même machine, le référentiel SVN dans lequel il y a la révision numéro 3 qui a été stockée au départ. D'accord. On peut remarquer également grâce à Tortoise que grâce aux petits icônes, il m'indique que justement il y a une différence entre la version que moi j'ai en local. D'accord. On voit ici que l'icône, à partir du moment où le petit icône est vert, c'est que ça veut dire que ça correspond bien avec ce qui est sur le serveur SVN. D'accord. Par contre, ici, on est bien en rouge, il m'indique qu'il y a bien une différence, ça paraît logique. Moi, en local, j'ai modifié mes sources, par contre, ces modifications n'ont pas été répercutées sur le serveur Subversion. Donc pour ça, tout à l'heure, on l'avait vu, je cliquais avec le bouton droit sur le projet et j'avais ajouté au contrôle de version. Maintenant, comme j'ai déjà rajouté au contrôle de version, je vois que j'ai un sous-menu Subversion, d'accord, qui va me permettre d'accéder à toute une série de fonctionnalités.
Du coup, également, si j'allais sur historique, d'accord, que je m'amusais à regarder, on voit bien ici, si je me positionne sur fichier, d'accord, donc là, j'ai la liste des fichiers, hein, que ce soit en FMX ou en point passe. Si je me positionne sur le fichier, on voit bien ici que j'ai edit 2 et bouton 2, d'accord. Si je me positionne sur la révision numéro 3, on voit bien que j'ai simplement edit 1 et mémoire. Ce qui veut dire également que si je vais ici sur l'onglet différences, je vais pouvoir lui dire de faire voir les différences entre fichier et la révision numéro 3. D'accord, on inverse à 3, fichier, ça paraît plus logique. D'accord, celui d'avant c'était la 3, celui de maintenant c'est le fichier. On voit bien ici qu'en plus, dans le fichier, pardon, j'ai les 2, j'ai le bouton 2, j'ai la procédure bouton de clic, d'accord, et j'ai bien entendu toute la procédure avec le code qui a été fait. D'accord. Donc on voit très rapidement quelles sont les différences, avant même déjà d'avoir enregistré sur Subversion, on va enregistrer sur Subversion après, quelles sont les différences entre ce que j'ai créé, ce que j'ai modifié en local et ce qu'il y a sur mon serveur. Ici, on a un outil de visualisation de différence qui est l'outil de visualisation basique, d'accord. Il faut savoir qu'on a un outil beaucoup plus complet qui a été intégré au RADstudio, qui s'appelle Beyond Compare. C'est une version light de Beyond Compare. Il y a une version beaucoup plus complète qui existe chez l'éditeur, que vous pouvez acheter. Ça doit être, je crois que c'est Beyond Compare. Compare.com, je crois. Je ne sais plus le nom, c'est Scooter Software, pardon, qui fait ça. Hop, Beyond Compare qui est là. Ok, donc vous pouvez acheter une version plus complète si vous voulez, mais déjà, quand on est ici, vous pouvez aller sur la petite flèche qui est ici et faire afficher la visionneuse de différence. Vous en avez qu'une qui est proposée, qui est Beyond Compare. Et il va lancer l'outil Beyond Compare où on retrouve nos deux unités, d'accord. Ici, je suis sur la révision numéro 3, d'accord. Comme précisé ici, à gauche j'ai bien la révision numéro 3, ici j'ai le fichier. Et ici, j'ai bien le fichier. On voit bien automatiquement quelles sont les différences, d'accord. Ici, j'ai bien en plus edit 2, bouton 2, procédure, bouton de clic. Ici, j'ai bien le source avec le code que j'ai mis pour le bouton de clic. Et j'ai toute une série de fonctionnalités qui me permettent, je pourrais ici en cliquant, copier cette section sur la droite si je voulais revenir sur cette version. Je peux voir que ce qui est différent, d'accord, voir que ce qui est identique, voir tout. Enfin, il y a toute une série de fonctionnalités dans Beyond Compare qui vont beaucoup plus loin que ce qu'on a vu là, où ça me permet juste de visualiser les différences, d'accord. Là, non seulement ça me permet de visualiser les différences, d'aller d'une modification à une autre, d'accord, et ainsi de suite. Il y a plein de fonctions et plein de possibilités pour pouvoir justement merger les différences, et ainsi de suite. C'est précisé également, vous avez ici à droite, je l'ai dit, vous avez une version light de Beyond Compare, c'est bien précisé ici, Beyond Compare Light, et vous avez un lien ici qui va vous permettre d'aller retourner vers le site web de l'éditeur, si vous voulez avoir la version complète. Ok. Donc maintenant, moi j'ai fait mes modifications, ce que je veux, c'est les faire remonter sur le serveur Subversion, d'accord, aller les recopier sur le serveur Subversion. De la même manière que tout à l'heure, je vais cliquer avec le bouton droit de la souris sur le projet. Alors, je le fais sur le projet, ça va me permettre de voir tout ce qui a été modifié, mais en l'occurrence, je pourrais m'amuser à le faire juste fichier par fichier, si je voulais. D'accord, ici, je pourrais juste cliquer sur ce fichier-là et avoir Subversion également, pour pouvoir comparer, ainsi de suite. Donc ici, on l'a dit tout à l'heure, maintenant j'ai un sous-menu qui est un sous-menu Subversion. Alors bien entendu, j'ai qu'un seul projet ici, mais si j'avais plus d'un groupe de projets, je pourrais également le faire sur le groupe de projets pour que ça soit fait pour tout le monde, pour tous les projets. Donc sur Subversion, je vais avoir différentes possibilités. Je vais pouvoir valider, ça va me permettre de valider ce que j'ai fait pour aller le copier sur le serveur Subversion, d'accord. Mettre à jour, ça va être l'inverse, c'est-à-dire que ça va récupérer ce qui est sur le serveur Subversion pour mettre à jour mes sources en local. D'accord, donc tout dépend de ce que je veux faire.
Donc nous, ce qui nous intéresse, bien entendu, c'est de valider. J'ai fait des modifications en local. Ce que je veux, c'est pouvoir valider ces modifications. D'accord? Donc je vais faire valider. Fichier de ce projet, puisque je veux qu'il me prenne tous les fichiers du projet. D'accord? Je vais faire fichier de ce projet. Automatiquement, il me propose, d'où l'intérêt de le faire sur le projet, d'accord? Tous les fichiers qui ont été modifiés, donc il y a bien le point pass et le point fmx, puisque j'ai rajouté les composants. Donc je peux cocher quels sont les fichiers qui sont à valider, ok. Donc les deux par défaut, et je vais rajouter un commentaire. C'est important de bien mettre des commentaires, parce qu'il faut se mettre à la place de l'autre développeur qui lui va récupérer la version. Quand il va la récupérer, le commentaire, c'est ce qui va lui permettre rapidement de comprendre quelles sont les modifications, qu'est-ce qui a été fait, d'accord. Donc éviter les choses de révision numéro 2, révision numéro 3, et ainsi de suite, ça ne va pas être très parlant, quoi. Et là, bon, c'est la même chose que pour les commentaires dans le code, et ainsi de suite. Hein. Donc on pourrait préciser ici, ajout, bouton 2 dans la toolbar, plus ajout, edit 2. OK. Et je vais faire valider. J'ai un bouton ici, commentaire récent, qui me permettrait de voir comment ça s'appelle, de voir les commentaires récents que j'ai déjà rentrés. D'accord. Donc si je fais valider, automatiquement, on peut voir ici que j'ai la révision numéro 4 qui a été créée. D'accord. Donc on est passé à une révision supplémentaire. Si je retourne sur l'historique ici, que je fais un refresh, on voit bien ici que maintenant j'ai la révision numéro 3 et j'ai la révision numéro 4. Donc on pourrait bien entendu, toujours pareil dans différence, voir les différences entre la 3 et la 4. 3 et 4. Pourquoi il m'a mis 4 et 3 ? Pourquoi il ne m'affiche pas mes différences? Je pense que c'est un problème de refresh en fait. On va essayer de fermer, de réouvrir. À mon avis, c'est un problème de refresh, c'est bizarre. Ok, historique 4 et 3. Testons avec client compare alors. Non, il me dit TMP, je ne suis pas sur TMP. Bizarre ça. Ok, ouais, bizarre. Bref, au passage, on avait parlé de Tortoise, vous vous rappelez, tout à l'heure, on avait des petits fichiers qui étaient, pas des petits fichiers, des petits icônes, en fait, qui étaient différents, en fait, qui étaient rouges pour indiquer qu'on avait une différence. On voit bien ici que, par contre, maintenant, mon point pass et mon point fmx sont devenus verts, tout simplement parce qu'ils sont à jour, en fait, par rapport à ce qui est disponible sur le serveur, d'accord. Avec Tortoise, hein, on a toute une série d'options aussi qui sont disponibles. Hein. Si je regarde maintenant sur mon répertoire, on voit déjà qu'on a donc l'apparition de ces petits icônes qui rapidement me permettent de savoir pardon, ce qui se passe. Je pourrais faire des updates ou des commits aussi directement dans Tortoise. D'accord. Et j'ai toute une série de fonctions pour créer des branches, pour voir les différences, pour les propriétés, et ainsi de suite. D'accord. C'est bizarre, je pense que tout à l'heure, la version 3 n'a pas été bien sauvegardée comme je voulais.
Bref, on le verra tout à l'heure. D'accord? Donc là, je suis le développeur. On voit que j'ai donc j'ai bien créé mes différentes révisions. Sur chaque révision, si je vais ici sur information, je vois bien information. Pardon. Je vais bien voir mes commentaires. Voilà, là, j'ai le bouton 2 dans la toolbar. Ici, j'ai la version initiale, d'accord, et ainsi de suite. D'accord. Ok, maintenant, ce qui est intéressant, je regarde en fonction de l'heure, ouais. Maintenant, ce qui va être ouais, on va faire une petite pause, comme ça on va continuer après avec le deuxième développeur et on va voir. D'accord? Donc là déjà on a vu comment en tant que développeur je pouvais rajouter mon projet au contrôle de version, comment je pouvais avoir les différents numéros de révision, d'accord? On va voir après si un autre développeur avait besoin de récupérer les choses. Alors, vous avez remarqué que par défaut, lui, il me crée des révisions directement en faisant une incrémentation de mes révisions. Malheureusement, je n'ai pas possibilité de lui préciser le numéro de révision que je voudrais mettre directement dans le RAD Studio. En fait. Ok, on va regarder si vous avez des questions, on va faire une petite pause et après, justement, on va partir du principe qu'on est le deuxième développeur et que lui, il veut récupérer ses fichiers, et travailler dessus et voir les différences et autres. Alors, est-ce que vous avez des questions? Ok, c'est là. Est-ce qu'on peut rendre le commentaire obligatoire lors de la remontée dans SVN? Donc, on l'a vu tout à l'heure quand on faisait subversion, valider fichier de ce projet. Bon, là, j'ai pas de modification, mais ici, j'ai la zone de commentaires. Par contre, dans le RAD Studio, j'ai pas possibilité de préciser que ça soit obligatoire. Je sais que ça peut se configurer au niveau du serveur subversion. Maintenant, est-ce que si je le configure dans le serveur subversion et que je ne le mets pas dans le Delphi, logiquement il devrait y avoir une erreur. Sous quelle forme elle va s'afficher ou quoi, ça j'en sais rien. Je pense que la sauvegarde du tampon n'avait pas été faite. Oui, je pense aussi. C'est pour ça que du coup, on voit pas, il n'arrive pas à voir les différences entre les deux versions. Je trouve plus les liens de téléchargement de la saison 2. Les liens de quoi? Alors, je ne sais pas de quoi vous parlez. Donc, si c'est les liens des vidéos, je rappelle que youtube.com /le dev du jeudi ou /user le dev du jeudi. Et vous tomberez directement. Je ne sais pas si c'est ça dont vous parlez. Trouvez les liens vers toutes les vidéos. Ok. Peut-on loquer les fichiers sur SVN pour ne pas avoir à merger les différences? Ça me paraît utile si une autre personne effectue des grosses modifs sur l'unité. Non, donc c'est pas le principe de SVN, c'est le. Alors il y a des avantages et des inconvénients, toutes les. Au système, il y a toujours deux systèmes à dire soit dès que je prends un fichier, je le bloque et du coup personne ne peut travailler. Je peux pas travailler dessus, les autres peuvent pas travailler dessus, donc du coup je pourrais pas merger mes différences. C'était notamment des choses c'était un principe de fonctionnement notamment dans CVS qui existait également avant. Dans SVN, là avec Delphi, on est en mode où les modifications seront mergées automatiquement en fait. On est en mode optimiste en fait, à la différence du mode pessimiste. Pourtant, de mémoire, il existe un paramètre à SVN pour avoir un mode exclusif. Oui, mais pas avec Delphi en fait.
Dans différents épisodes, j'ai raté toute la saison car en mission dans une zone sans internet HD. Donc c'est le lien qu'on vous a donné, hein. C'était la personne qui précisait pour ce qu'elle demandait. Pourtant, de mémoire, il existe un paramètre à SVRN pour avoir un mode exclusif. Je l'ai déjà dit, donc c'était la même chose que tout à l'heure. J'ai envie de faire la même chose. Donc oui, mais pas avec Delphine. Donc ça, c'est ce qu'on a précisé. Ok, pas d'autres questions. On fait une petite pause et puis on continue avec SVN et Delphi pour voir ce qu'on peut faire d'autre. Allez, petite pause, pipi, café, hop. Et on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite.